J'ai accueilli avec joie et surprise, au fond, ce que vous m'avez apporté, les informations que vous m'avez données sur ces systèmes de communs dont je pensais qu'ils avaient pour une grande partie disparu en France. Je sais l'importance qu'ils ont joué à une époque, puisque ma famille paternelle est originaire des Pyrénées centrales et que je sais l'importance d'une commune qui a une très très grande superficie et qui est en partie constituée d'estives, de pâturages d'altitude et qui était en commun. Je me souviens dans mon enfance d'avoir vu les bergers revenir de ces pâturages d'altitude en septembre avec les troupeaux et de voir les différents propriétaires venir récupérer leurs bêtes à ce moment-là. Donc je savais que c'était quelque chose qui était encore en usage à l'époque, mais je n'imaginais pas que c'est un système qui avait une telle ampleur encore et qui avait une telle superficie en France en commun, malgré, semble-t-il, les tentatives de l'État pour les faire diminuer, ce qui apparaît aux yeux de l'État comme des exceptions éventuellement dangereuses. Alors, c'est intéressant parce que dans un texte que vous m'avez remis, vous contrastez l'intérêt collectif et l'intérêt général. Et il me semble que ces luttes reflètent bien le contraste qui existe entre ces deux définitions d'un intérêt commun, en fond. L'intérêt collectif et les caractéristiques de petits territoires, de gens qui forment société à une échelle locale, qui ont des attachements à des lieux, des intérêts communs liés évidemment à ces lieux, alors que l'intérêt général, c'est une notion plus philosophique, plus juridique, plus abstraite, qui définit au fond ce que le pouvoir souverain considère comme étant la chose à défendre dans les intérêts d'une collectivité définie à l'échelle de la nation. Et il me semble qu'il y a une opposition, voire un conflit entre ces deux conceptions de l'intérêt, et la nécessité sans doute d'arriver à concilier l'intérêt collectif et l'intérêt général, ou plus exactement à mieux définir l'intérêt général comme étant peut-être une forme de coalition d'intérêts collectifs. Parce que l'intérêt général au sens de la défense du droit de propriété, la défense de l'état de sécurité dans lequel les citoyens peuvent se trouver, certains éléments du welfare state, c'est-à-dire des filets de sécurité pour empêcher de tomber dans la misère, ces choses-là, bien sûr, sont des choses importantes et sont des acquis qui se sont constitués tout au long du développement de l'histoire républicaine en France. Mais en même temps, ces intérêts collectifs ont ceci d'intéressant qu'ils sont liés à des communautés d'appartenance, des gens qui s'identifient à des lieux, et qui sont de ce fait extrêmement puissants, parce que ce sont des liens qui se tissent au fil du temps entre des individus et des familles. Et ce contraste, au fond, il est pour moi tout à fait indicatif d'un problème, par exemple, qui s'est posé en Amérique latine, avec ce qu'on a appelé les révolutions bolivariennes, c'est-à-dire les luttes pour l'indépendance des différents pays latino-américains, et qui ont substitué à un système dont on ne peut pas dire qu'il était féodal. C'était un système, en tout cas, qui était fondé sur l'exploitation de la main-d'œuvre autochtone par des colons importés de la métropole et qui sont devenus ensuite des élites créoles. Mais ce système, donc, avait conservé des droits communautaires importants
concédées aux populations autochtones. Et les révolutions bolivariennes fondées sur la philosophie des Lumières, c'est-à-dire sur l'individualisme, sur le fait que le seul élément légitime pour constituer l'État, c'est le collectif des citoyens, le collectif des individus formant la nation. Ce système aboutit à la destruction, au démantèlement de toutes les formes de propriété communautaire qui existaient auparavant, et donc a résulté en une injustice profonde, puisque les populations autochtones se sont trouvées complètement dépossédées. Elles l'étaient en partie par la spoliation coloniale, mais complètement dépossédées du peu qu'il leur restait en matière de biens et de droits communaux. Et au fond, je pense que l'exemple de l'Amérique latine est une belle illustration du conflit qui peut exister entre cet intérêt collectif et un intérêt général. Oui, je pense que ce phénomène que j'évoquais à propos de l'Amérique latine, il s'est passé en Europe et notamment en France plus tôt, et donc ces révolutions ont été exportées vers l'Amérique latine et a abouti à la spoliation territoriale des communautés locales avec le même processus qui a été amplifié au fond. C'est un peu un paradoxe que le grignotage progressif des communs, qui a commencé en Europe avec le mouvement des enclosures au Royaume-Uni et qui s'est développé et intensifié à partir du XVIe siècle, à la fois au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe, et qui était le fait, dans un premier temps, de potentats locaux, d'aristocrates, etc., qui, en clôturant des biens communaux, des pâtures communales en particulier, avaient privé les populations locales de capacité d'exercer leurs droits sur les ressources communes. Les moutons ont mangé les hommes, comme disait Thomas More. Ce processus s'est poursuivi même après la phase d'accumulation primitive du capital qui a rendu le capitalisme possible à partir du début de la fin du XVIIIe, le début du XIXe siècle. Il s'est poursuivi par l'intermédiaire de l'État. Et je vois un exemple particulièrement net en France, dans l'adjudication des communaux des Landes, sous Napoléon III, qui a dépossédé les communautés locales de leurs terrains de pâture, des zones humides où pâturaient les moutons, pour qu'on les transforme sous le prétexte de l'hygiénisme et de l'assainissement de ces terrains humides, pour qu'on les transforme en forêts de monoculture, avec adjudication aux plus offrants, et donc un phénomène d'enrichissement. C'est pas les membres des communautés locales qui ont pu acheter ces parcelles pour les peupler en pin pour la récolte de résine. C'est évidemment des grands capitalistes, des urbains de Bordeaux, de Paris, qui ont investi leur fortune. Donc l'État, c'est l'État de Napoléon III, dont on peut pas dire qu'il était particulièrement obsédé par la redistribution des richesses, a pris la place de ce mouvement sauvage d'accaparement des communs qui avait débuté bien auparavant. Il a d'une certaine façon parachevé. Et on peut dire sans doute que ce phénomène d'accaparement continue à l'heure actuelle. Je vois la politique de soutien que l'État apporte à la création de réserves d'eau pour l'irrigation dans l'ouest de la France, qu'on a appelé les méga-bassines, un prolongement de ce dispositif, puisque ces réserves d'eau sont
montés à l'initiative de petits syndicats de propriétaires exploitants au détriment de la population en général. Donc l'eau, c'est quand même un bien commun. Les nappes phréatiques sont un bien commun et pomper dans les nappes phréatiques pour alimenter ces réserves destinées à l'irrigation, c'est aller à l'encontre du bien commun. Et c'est là que l'intérêt collectif et l'intérêt général se recouvrent d'une certaine façon. Donc c'est un mouvement qui n'a pas cessé et dont on a reproché au commun des choses absurdes, et en particulier, il faut peut-être en dire un mot, à la suite d'un article fameux de Gareth Hardin qui s'appelle The Tragedy of the Commons, en anglais, la tragédie des communs, qui a exercé une grande influence, désastreuse à mon sens. Hardin était un écologue et à ce titre préoccupé par la surexploitation des ressources. Il était aussi très malthusien dans ses perspectives. Et dans cet article, il imagine une fable, parce que c'est vraiment une fable, d'un pré communal utilisé en commun par des petits propriétaires et qui, chacun essayant de maximiser son usage de ce pré, va faire paître ses bêtes de telle façon que la ressource va être non seulement épuisée, mais détruite par le surpâturage. Or, une telle situation est complètement imaginaire. C'est une fable. Ça n'existe pas, puisque ce qui est caractéristique, et vous le savez mieux que moi, puisque c'est le cœur de votre recherche, ce qui est caractéristique des communs, c'est précisément qu'il y a toujours des règles d'usage. C'est ce que Elinor Ostrom a montré dans ses publications ultérieures, et qui lui a valu heureusement le prix Nobel d'économie, mais c'est aussi quelque chose dont les anthropologues sont parfaitement conscients, puisque dans beaucoup des régions du monde où ils travaillent, les ressources sont des communs, sont exploitées en commun. Il y a toujours des droits d'usage explicites qui permettent le contrôle de ces usages de façon à ce que la ressource ne soit pas épuisée. Autrement dit, ce que la surexploitation que Hardin imputait à ces petits paysans propriétaires, c'est en fait la surproduction, la surexploitation du capitalisme. Il s'est trompé d'ennemi, d'une certaine façon. C'est le capitalisme qui utilise les ressources jusqu'à leur épuisement et sans se préoccuper de leur renouvellement, et qui aboutit à la situation catastrophique que nous connaissons à présent. Oui, c'est une évidence que l'État-providence s'effrite après une grande période qui était celle de l'après-guerre, où tente, enfin en tout cas dans les pays industrialisés, les États-Unis, où l'État-providence avait précédé au fond ce qui s'était passé en Europe avec le New Deal, et ensuite, après la guerre, avec les différentes politiques de welfare qui ont été menées par les différentes nations européennes, cette période semble effectivement avoir pris fin. Elle a pris fin parce que l'État s'est de plus en plus posé. Les États se sont de plus en plus posés comme des arbitres dans les transactions du marché, plutôt que comme des protecteurs des populations. Et le résultat de cela, c'est évidemment la réticence à intervenir dans la protection des populations, et notamment lorsque ces populations réclament pour elles-mêmes le droit
à contrôler des ressources, indépendamment, au fond, et de la puissance publique et des grandes firmes qui possèdent l'essentiel de la richesse du pays en termes de ressources et de capital. Donc ça n'est guère surprenant, et moi je vois plutôt un motif d'espoir dans le fait que ces populations qui défendent les communs se battent pour maintenir leur droit à utiliser ces communs. Encore une fois, l'utilisation des communs, ce n'est pas l'exclusion d'autrui de ces communs, c'est le droit de décider pour soi-même des usages que les membres d'un collectif estiment être les plus appropriés au territoire dont ils ont la charge. Je suis de ce point de vue-là effaré, et le terme est faible, par le fait que lorsque l'État entreprend des procédures d'expropriation pour permettre des grands travaux, et les exemples sont nombreux qui viennent à l'esprit, et ces procédures sont précédées par des enquêtes d'utilité publique. Or, ces enquêtes d'utilité publique, la plupart du temps, sont assez courues par les populations locales qui s'expriment sans barguigner et de façon on ne peut plus nette contre la plupart de ces projets. Et la plupart du temps, les enquêtes d'utilité publique sont conclues de façon positive à l'engagement de l'expropriation ou des grands travaux. Il y a là quelque chose d'absolument insupportable pour les populations locales et qui ne peut que les inciter, au fond, à se défendre, parfois de façon vigoureuse, contre les atteintes à leur autonomie qui sont ainsi manifestées. Donc il y a d'énormes problèmes dans les rapports entre les populations locales et l'État comme médiateur des intérêts privés de grandes firmes en ce qui concerne ce genre de questions dont on voit que le droit en tant que tel a beaucoup de mal à les résoudre. Je me suis penché un moment, j'étais tellement choqué par le contraste qu'il y avait entre des enquêtes, une très très grande opposition de populations locales à certains projets et le fait que des enquêtes d'utilité publique les avaient approuvées, que j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait, et j'étais très frappé de voir que l'arbitraire le plus complet règne dans ce domaine. N'importe qui peut être un enquêteur public, il suffit de se déclarer à la préfecture. Et donc les compétences, à l'évidence, ne sont pas là. Et les possibilités aussi d'être soumis à des pressions et d'y céder sont, je pense, assez grandes. Donc là, il y a un problème fondamental d'équité et de justice publique qui se pose. Et on peut comprendre au fond que les collectifs qui cherchent à défendre les communs se voient parfois démunis face à l'iniquité, au fond, des procédures auxquelles ils doivent faire face et qu'ils peuvent quelquefois répondre avec rugosité, disons, aux tentatives de spoliation auxquelles ils sont soumis. Moi, j'ai tendance à le penser. J'ai tendance à le penser parce que je le vois, ce système, avec le recul de l'anthropologue qui, à la fois, est familier par expérience personnelle et par ses lectures avec des sociétés sans État.
j'ai vécu dans une société sans État pendant plusieurs années. Ce ne sont pas des sociétés dépourvues de problèmes, je suis parfaitement prêt à l'admettre. Le fait qu'il n'y a pas d'instances qui permettent de résoudre les conflits ne rend pas toujours la vie quotidienne facile. Mais cela dit, ce sont des sociétés où il semble qu'il soit moins malaisé de faire valoir ses droits. Alors même la notion de droit est relativement abstraite, parce est-ce qu'on peut parler de droit dans un système non étatique? C'est une question qu'on peut se poser. Le droit n'est-il pas intimement lié à l'exercice au monopole de la puissance publique par l'État? Mais on peut faire valoir en tout cas ses intérêts de façon plus nette et argumentée que ça ne l'est avec l'État. Donc sans me faire l'apologue, bien sûr, d'un retour à des sociétés sans État, je pense que l'État est irréversible, mais pas irréversible sous sa forme actuelle, c'est-à-dire qu'il est probablement réformable. On peut envisager des formes de fédéralisme de collectifs locaux, par exemple, dans lesquels il y ait une démocratie de base. Certaines régions du monde, à l'heure actuelle, fonctionnent comme ça. Je pense aux caracoles du Chiapas, je pense au Rojava, par exemple, ce qu'on a appelé le communalisme, par exemple. Donc c'est des formes alternatives, mais qui supposent effectivement une mobilisation importante des collectifs locaux pour faire valoir leurs intérêts sans que ces intérêts n'empiètent sur ceux de leurs voisins. Donc confier l'équilibre des intérêts à l'État, c'est rendre toujours possible le fait qu'on soit soi-même dépossédé de ces intérêts par l'État, soit parce qu'il y a une raison supérieure de l'État, soit parce que l'État aura tendance à privilégier les intérêts du capital, pour dire les choses en toute franchise, sur ceux des particuliers. Donc c'est une situation effectivement compliquée, mais l'histoire de l'humanité montre que d'autres systèmes sont possibles et qu'on peut inventer d'autres formes de collaboration entre des collectifs qui ne soient pas fondés sur la prééminence de l'intérêt général abstraitement défini par les détenteurs du pouvoir étatique. Ben, elles existent déjà, j'en ai donné 2 exemples tout à l'heure. La tendance de la concentration du capital fait que de plus en plus les firmes qui ont intérêt à maintenir le contrôle des ressources naturelles et de leur exploitation vont avoir tendance à utiliser l'État comme des courroies de transmission, comme des relais. Et par conséquent, il y a une lutte extrêmement vive que nous observons chaque jour entre les intérêts des citoyens, disons, et les intérêts des détenteurs du capital. Ça a l'air d'être des analyses du 19e siècle, mais je pense qu'elles sont toujours valides. Quant au contrôle exercé sur sa propre vie. Je pense que c'est lié à des questions juridiques, politiques et institutionnelles, mais que des changements peuvent intervenir qui naissent de la périphérie. La périphérie, c'est quoi? Encore une fois, c'est la façon dont les populations autochtones à l'heure actuelle résistent à toutes les tentatives de spoliation avec plus ou moins de succès.
Et en même temps, c'est le surgissement de collectifs alternatifs du type des ZAD, des zones à défendre, qui, d'une certaine façon, redécouvrent ce que la gestion des communs que vous étudiez, sans en avoir toujours connaissance ni conscience. Il se trouve que après, pour une ZAD que je connais un peu, qui est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, après avoir lutté efficacement contre un grand projet de destruction du bocage pour y implanter un aéroport, les occupants de cette ZAD ont voulu créer un espace commun, justement, un espace de collectif, fondé sur des valeurs différentes de celles de la société qui les entoure, c'est-à-dire qui mettent en commun le travail, les biens et les produits du travail et les biens de production, sans appropriation privée et avec une identification profonde au territoire et aux êtres qui le peuplent, aux êtres non humains qui le peuplent. Ce qui, je crois, est une partie de l'originalité des communs auxquels vous vous intéressez en France. Et donc, on s'aperçoit que le mouvement que vous documentez de tentatives d'éradication progressive de ces communs par la puissance publique ou par les collectivités territoriales, en fait, admet en parallèle le surgissement de nouveaux communs fondés sur des principes qui ne sont pas fondamentalement différents, sauf qu'ils ne sont pas reconnus juridiquement, ou en tout cas très difficilement. Donc on est dans une situation de transition qui n'est pas inintéressante de ce point de vue-là, et où je pense que les deux mouvements pourraient se rejoindre d'une certaine façon. Ben, on s'en est préoccupé pour les éradiquer. Ça a quand même été l'un des axes prioritaires de la construction de la République, c'est de mettre l'accent sur l'unicité de la nation et la destruction de toutes les caractéristiques les plus visibles de formes d'autochtonie, à commencer par les langues. Donc la destruction des langues vernaculaires en France, qu'on connaît bien maintenant, qui continue d'être une obsession pour certains hommes politiques. L'idée qu'on puisse enseigner le breton et encore pire le corse à l'école sont encore vues par certains comme des abominations irrédentistes. Et donc, je me pose toujours la question, qu'est-ce que c'est qu'une nation qui n'est pas capable d'admettre sa propre diversité? Et ça, c'est un problème, au fond. Moi, je suis un ardent défenseur de la diversité comme d'une norme, comme une valeur normative, disons, c'est-à-dire qui n'est pas une valeur dont on pourrait démontrer l'utilité individuelle ou collective, mais qui est une valeur à défendre parce qu'il y a un monde divers, où il y a une plus grande diversité de langues, de façons de vivre, de manières de s'organiser, de rapports à la Terre, et de diversité biologique, bien sûr, est un monde qui est plus joyeux, où il fait meilleur vivre qu'un monde monochrome, totalitaire, où tout le monde est incité à parler de la même façon, à vivre, à respecter les mêmes valeurs, etc.
Et la diversité, elle n'est pas toujours facile, puisqu'il faut apprendre à vivre ensemble. Mais c'est justement la cohabitation qui rend ces choses intéressantes, c'est-à-dire, au fond, le débat qu'il peut y avoir entre des gens d'avis divers, d'origines diverses, à partager un même monde, ou en tout cas à faire cohabiter des mondes différents, mais avec des zones de correspondance, d'équilibre, d'harmonie, etc. Donc c'est pas très nouveau que la nation française s'est constituée sur l'élimination de la différence, et cette élimination de la différence, elle passe notamment par le fait de ne pas prendre en considération les variations locales. Alors le Sénat, qui est censé être le lieu où s'expriment les variations locales, ne remplit plus depuis longtemps ce rôle-là. C'est devenu une assemblée de notables qui n'est pas... il y a quelques années, Bruno Latour, dans un article dans Le Monde, je crois, avait développé l'idée que l'État pouvait devenir un parlement des non-humains. Ce qui n'était pas une mauvaise idée, c'est-à-dire que, de la même façon qu'il avait organisé au moment de la COP 21 à Sciences Po un débat dans lequel, au-delà des pays, étaient représentés des phénomènes naturels, des glaciers, des océans, des montagnes, des littoraux, des bassins versants, etc., et qui parlaient c'était des étudiants de Sciences Po qui avaient chacun un rôle à jouer dans ce Parlement, qui parlaient donc pour les phénomènes ou les éléments du paysage dont ils étaient les représentants. Je pense que arriver à donner une forme de représentation politique déjà à l'échelle, et c'est le cas des communaux, puisqu'au fond les collectifs qui représentent un communal représentent à la fois des humains, mais ils représentent les non-humains de ce communal, et c'est ça qu'ils défendent. Donc de ce point de vue-là, ils sont particulièrement bien placés pour en devenir les avocats ou les porte-paroles. Et donc le développement des communs pourrait être une bonne façon d'envisager quelque chose, c'est de la pure politique fiction ou spéculative, mais qui serait un substitut au Sénat, et qui serait une sorte de chambre des communaux dans laquelle à la fois ces groupes humains et les territoires auxquels ils sont attachés pourraient délibérer entre eux pour envisager ce que peut être une sorte de fédération des intérêts de collectifs qui ne se rattachent plus à un État-nation relativement abstrait, mais à une multiplicité de territoires, chacun avec leurs spécificités et leurs ressources, leurs intérêts propres. Je pense que nous avons un très grand retard en matière de philosophie politique et d'institutions entre les institutions telles que nous les connaissons, dont nous voyons de mieux en mieux à quel point elles fonctionnent mal, dans les démocraties libérales, par rapport aux problématiques, au fond, que les citoyens eux-mêmes, tant dans les pays industrialisés que dans les pays du Sud global, ont développé dans leur rapport au territoire.
nous manquons. Alors, bien sûr, je sais, il y a des institutions comme le Conseil économique, social et écologique qui sont censées représenter, en fond, cette diversité, mais je crois qu'ils le font assez mal, et sans qu'on leur donne les compétences pour le faire. Moi, ce que j'appellerais ça une cosmopolitique, en reprenant un terme que Kant avait développé, mais c'était une cosmopolitique pour Kant qui était celle des Lumières, c'est-à-dire dans lesquelles tous les citoyens du monde, c'était déjà un très grand progrès, étaient mis sur un pied d'égalité. Mais c'était un cosmos vide, c'était un cosmos purement humain, c'était un cosmos sans non humain. Et ce à quoi j'aspire, moi, c'est une cosmopolitique plus riche qui intégrerait aussi les autres qu'humains à l'intérieur de la sphère politique avec toutes sortes de formes de délégation à inventer pour que ces autres qu'humains se voient représentés. C'est pour ça que d'une certaine façon, je suis très intéressé par ce mouvement qui s'est développé dans le droit de l'environnement au cours des dernières décennies et qui vise à donner une personnalité juridique à des milieux de vie. C'est des choses qui sont assez proches de ce qui vous intéresse, dans lequel, au fond, pour un humain, le fait d'être hébergé par un milieu de vie passe par la reconnaissance que ce milieu de vie a une autorité prééminente sur lui, ce qui va complètement à l'encontre de l'appropriation dévastatrice caractéristique du mouvement des enclosures et qui aboutit au capitalisme, c'est-à-dire au fond de traiter les autres qu'humains comme des choses qui deviennent des ressources exploitables pour les aménités qu'elles offrent aux humains. Je pense que ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire précisément cette séparation qui s'est produite parmi les élites, qui a été théorisée parmi les élites à partir du XVIIe siècle entre, d'une part, les humains, certains humains, pas tous, hein, en tout cas les humains dominants en Europe, des hommes, des savants, des gens fortunés, etc. Étant séparés du reste de ce qui les environne par des capacités morales et cognitives singulières, cela leur donnait le droit de traiter ce qui les environnait, justement, qu'on a appelé la nature, comme une source de choses sans intériorité, sans subjectivité, vis-à-vis desquelles on n'a pas de compte à rendre. Et c'est ce mouvement qui s'est développé, qui a été théorisé d'une certaine façon avec la philosophie des Lumières, et qui a rendu possible le capitalisme à partir du XIXe siècle. Et si on veut sortir de cette situation, je pense que la seule façon de faire, c'est de resubjectiver les autres qu'humains d'une façon ou d'une autre. Et je pense que donner des droits, non pas à la nature, parce que la nature c'est une abstraction, mais précisément à des milieux de vie, comme ceux qui vous intéressent, est une bonne façon d'inverser le cours des choses. Oui, parce que de toute façon, quand on donne des droits à un milieu de vie, en général, historiquement, toutes les expériences que l'on connaît bien, qui ont commencé avec la Nouvelle-Zélande, avec le Wanganui, avec
des forêts, des montagnes aussi, un volcan en Nouvelle-Zélande, avec le Rio Atrato en Colombie, avec la rivière Magpie au Québec, etc. Tous ces exemples, ce sont des exemples dans lesquels ce sont les populations autochtones qui ont demandé à ce que ce milieu de vie reçoive une reconnaissance juridique, une personnalité juridique, parce qu'ils font partie de ce milieu de vie, justement. Et donc, à travers cette reconnaissance, c'est la reconnaissance de la légitimité d'une population à occuper ce milieu de vie, tout en lui permettant, précisément, de se développer, de se déployer sans se causer de tort à lui-même. Donc les deux sont très liés, en effet. Je pense que c'est une question qui se pose avec de plus en plus d'acuité, dans la mesure où, moi je parle en tant qu'anthropologue, l'anthropologie n'a pas cessé, mais avec des succès imparfaits, depuis les origines, d'essayer de symétriser la relation de connaissance qui la fonde. Elle l'a fait de différentes manières, par exemple en utilisant certains concepts autochtones pour leur donner une valeur analytique plus générale. Le concept de mana, par exemple, ou de chaman, ou des choses comme ça. Mais elle l'a fait aussi en étant conscient du fait que les outils analytiques caractéristiques d'anthropologie sont des outils qui procèdent de l'attitude réflexive de l'Europe vis-à-vis d'elle-même lorsqu'elle s'est constituée comme un sujet politique inscrit dans l'histoire. Et par conséquent, ces outils ne sont pas transhistoriques et font violence à la manière dont des populations autochtones peuvent se représenter certains aspects de leur vie commune qui sont mal rendus par les concepts que nous employons pour les décrire. Je prends d'exemples tout simples de nature, par exemple. La nature, on m'a fait reproche de dire souvent que la nature n'existe pas, mais c'est vrai qu'elle n'existe pas pour un très grand nombre de collectifs dans le monde, puisque c'est une invention récente des Européens, encore une fois, au XVIIe siècle, même s'il y avait un concept de nature auparavant qui était employé dans différents contextes depuis l'Antiquité, la notion de nature comme outil descriptif et clé de voûte de l'architecture métaphysique de la pensée occidentale, c'est quelque chose de tardif. Donc, d'autres civilisations n'ont pas de concept comme celui-là, n'ont pas de concept même de société. Le collectif au sein duquel j'ai vécu voit chaque forme de vie, animale ou végétale, comme formant ce qu'on pourrait appeler une société. Donc on voit que le terme n'est pas vraiment approprié de ce point de vue-là. Ce sont des collectifs qui cohabitent, qui ont des institutions. Les membres de ces collectifs se voient comme des humains. Donc parler de société pour définir cela, c'est projeter sur des collectifs qui sont organisés et qui se pensent de façon très différente, des concepts eurocentriques. Donc la question est constante pour nous, et l'idéal précisément, c'est d'arriver à un travail participatif dans lequel nos collaborateurs autochtones puissent faire entendre leur voix. C'est pas toujours facile.
c'est pas toujours facile parce qu'ils parlent souvent une autre langue que la nôtre, et arriver à transcrire cela dans un discours savant pose des problèmes complexes. Cela dit, en effet, une partie du mouvement décolonial dans sa variante autochtone parle à juste titre d'épistémicide à propos de l'attitude des sciences sociales vis-à-vis des formes de pensée autochtones. Ce qui pose des questions compliquées et j'allais dire presque insolubles, qui consistent à se demander sous quel régime produire de la connaissance qui ne soit pas simplement une connaissance locale, mais qui soit une connaissance transposable à l'intérieur d'un cadre plus général pour penser les phénomènes d'ordre plus général, sans faire violence au particularisme des concepts locaux, ni faire violence à l'exigence de généralité. C'est une question qui est loin d'être résolue et qui est en fait la grande question des sciences sociales en ce XXIe siècle. Les communaux sont effectivement, c'est plus comme à l'époque le premier article de Karl Marx dans la Gazette rhénane sur le droit d'affouage dans les forêts rhénanes, où il soulevait l'importance pour les paysans pauvres de pouvoir utiliser les ressources communales. Je pense qu'on a dépassé cette dimension et que les communaux sont devenus des espaces d'attachement à des lieux, à des êtres, à des espèces végétales, des espèces animales, à des formes de collaboration entre humains vis-à-vis du soin apporté à ces lieux, et donc des vecteurs d'identité qui sont très profonds. Donc c'est pas sous l'angle au premier chef de la satisfaction des besoins qu'il faut entrevoir les communaux, mais sous l'angle de la satisfaction de besoins qui sont peut-être aussi importants que ce type de besoins matériels, qui sont des besoins, j'allais dire, affectifs et identitaires. Je reviens à ce que je disais au tout début lorsque je parlais du rôle des estives dans les Pyrénées centrales dans mon enfance. Ça fonctionne toujours, il y a toujours une transhumance d'été. Les animaux, ça a un peu changé, mais notamment parce qu'on amène les bêtes maintenant en camion assez proches des lieux d'estive. Mais ce qui n'a pas changé, c'est le rapport affectif à ces lieux, et en particulier le fait que les tentatives de l'État de s'approprier ces lieux sous la forme de parcs et d'espaces protégés, ou même d'espèces protégées, d'où le rapport compliqué de beaucoup de montagnards pyrénéens avec l'ours, est vu comme un empiètement, au fond, sur les liens qu'on entretient avec des lieux que l'on a fréquentés toute sa vie et vis-à-vis desquels on est attaché. Donc je pense que cette dimension affective joue un rôle important qui n'est pas suffisamment prise en considération lorsqu'on aborde la question d'un point de vue purement économique ou politique. Encore une fois, c'est un fondement de l'identité locale. Alors on peut dire, effectivement, revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est dangereux de multiplier les identités locales, ça empiète sur l'identité nationale, qui est la seule qui compte.
mais je ne pense pas que les deux soient contradictoires. Je pense que on peut... moi, je suis un fédéraliste au sens large, et donc je pense que la vie politique pourrait être constituée de fédérations d'entités, à la fois à l'échelle nationale et supranationale, qui permettraient probablement, mais ça demande beaucoup d'efforts, ça c'est certain, parce que ça demande d'en parler beaucoup, mais qui permettrait de faire coïncider au fond des intérêts liés à des localités, à des intérêts que d'autres collectifs ont pour d'autres localités, et donc de faire coulisser les échelles dans des espaces assez grands. Donc c'est... voilà. Alors c'est quelque chose de... Je parle de très loin parce que j'ai fait un peu d'ethnographie de la France dans ma jeunesse, avant de partir sur des terrains lointains, et dans une région de France qui était le sud-ouest, le Quercy, où à l'évidence les choses avaient peu changé, j'allais dire depuis la fin de la guerre de 14. Et c'est cette région que je connais toujours, que je fréquente, où j'ai une maison, a complètement changé. Autrement dit, ce qui faisait communauté à l'époque, jusque dans les années 70, était quelque chose qui n'existe plus maintenant et qui explique peut-être les réactions politiques de beaucoup d'électeurs qui manifestent leur colère en votant pour l'extrême droite. À l'époque, la communauté, c'était une communauté paysanne, où il y avait beaucoup d'entraide, une économie quasiment d'autosubsistance, avec très peu de capital, une très grande densité du tissu social, avec des conflits, bien sûr, il y a toujours des conflits dans les communautés, mais où il y avait des valeurs partagées. Quand je vois maintenant ces différentes communes où j'ai fait ce premier terrain jadis, je m'aperçois qu'elles sont complètement éclatées parce que les gens ont des métiers différents, sont connectés à des réseaux différents, entretiennent relativement peu de rapports, peuvent se retrouver sur certaines choses, bien sûr, mais il n'existe plus ce partage de valeurs communes qui était lié à un certain renfermement. Les gens n'avaient très peu bougé à l'époque. Les hommes étaient allés à la guerre, enfin les hommes de la génération que je fréquentais, c'est-à-dire des hommes qui avaient été en âge de faire la dernière guerre, ce qui avait été un brassage, bien sûr, de même qu'avait été un brassage la première guerre, mais qui après avait relativement peu bougé. Donc communauté, c'est au fond un objectif plus qu'un état de fait. Qu'est-ce qu'on met derrière communauté? C'est de ressouder au fond autour d'objectifs communs et de préférences, puisque c'est de ça dont on parle ici, liés à des territoires, des gens qui nécessairement maintenant sont de plus en plus originaires de provenances différentes et dont on aimerait qu'ils puissent se retrouver autour de ces objectifs communs. Donc il faut une force mobilisatrice qui auparavant allait de soi d'une certaine façon, puisque c'était la tradition, c'était les alliances matrimoniales entre familles, etc., mais qui ne va plus de soi maintenant. Donc là aussi, c'est un travail à mener, mais ces communautés volontaires, elles existent de façon positive. J'ai évoqué tout à l'heure les ZAD. Les ZAD sont des communautés volontaires, ce sont des gens qui ont décidé de s'unir,
parce qu'ils avaient un projet partagé. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que refaire communauté est possible, mais c'est quelque chose auquel il faut s'employer, c'est-à-dire que ça demande beaucoup d'énergie de faire communauté. Ça ne va pas de soi. Évidemment, la tendance à l'individualisme qui est caractéristique, c'est pas que ça n'a rien de nouveau, hein, la tendance à l'individualisme, elle est constitutive des démocraties libérales. C'est là-dessus qu'est fondé le principe même, c'est la philosophie politique des démocraties libérales, mais il a tendance à s'exacerber à la fois par l'augmentation du niveau de vie, donc par la capacité d'accéder à des biens marchands qui vous définissent en partie, alors que ce n'était pas le cas avant, et par aussi le développement des réseaux sociaux. Bon, tout ça c'est des banalités, mais donc refaire communauté, c'est quelque chose d'important. Je pense que refaire communauté à partir du territoire, c'est probablement une très bonne façon de procéder. Je vois ça toujours en prenant l'exemple du Quercy dans les sociétés de chasse. Les sociétés de chasse sont intéressantes parce qu'elles réunissent maintenant des gens. Elles n'existaient quasiment pas lorsque j'ai fait mon premier terrain. Les gens allaient chasser comme ça, c'était beaucoup moins réglementé. Elles existent maintenant en regroupant des gens qui sont à la fois les derniers paysans et en même temps des néo-ruraux, c'est-à-dire ou des rurbains peut-être, c'est-à-dire des gens qui vivent à la campagne mais qui ont des métiers de service et qui sont employés dans des petites villes, mais qui partagent par l'intermédiaire de la chasse le plaisir d'être ensemble dans les bois, globalement. Et c'est une façon de faire communauté qui est très efficace. Je le vois avec les repas de chasseurs, qui sont les fameux des lieux de réunion réputés depuis longtemps, et où se retisse justement du lien social comme ça. Et puis toutes les formes de vie associative qui n'existaient pas sous cette forme-là il y a 50 ans, mais qui ont essaimé au cours de ces dernières décennies et de façon très efficace. Donc il y a le désir de faire communauté est là, sans aucun doute.